Cette émission est un programme d'enseignement destiné aux jeunes scolarisés. Pour leur permettre d'en profiter pleinement, chers parents, merci de tenir éloignés des éléments de distraction, téléphone, télécommande et autres. Il est également recommandé de mettre l'élève dans des conditions propices à l'apprentissage. Avoir un cahier et un crayon à billes à portée de main serait bénéfique. Dans la mesure du possible, la surveillance parentale ou d'un tuteur peut s'avérer nécessaire. Bienvenue, chers apprenants. Bienvenue à tous. C'est Monsieur Dormo qui vous revient pour les cours de SVT en classe de terminale D. Nous allons continuer notre séance avec la dernière leçon qui portait sur la régulation neuro-hormonale de la pression artérielle. Et plus précisément sur la régulation hormonale, parce que nous avions fini la dernière fois avec la régulation nerveuse. Mais avant d'y arriver, nous revenons sur la notion d'hormone qu'on a eu à définir certainement dans les chapitres précédents. Quand on parle d'hormones, il s'agit de toute substance sécrétée par une glande endocrine ou toute cellule spécialisée qui, déversée dans le sang, est véhiculée par ces derniers jusqu'au niveau des cellules qu'on appelle cellules cibles. Vous comprenez donc qu'on ne saurait parler de l'hormone sans préciser que la substance est véhiculée par le sang. Ce qui s'oppose évidemment à la notion de neurotransmetteur que nous avions abordé lors de l'étude du système nerveux parce que le neurotransmetteur est déversé dans la fente synaptique. Concernant notre leçon, nous allons aborder 4 hormones. L'ADH, l'aldostérone, l'adrénaline et la noradrénaline. Nous commençons par l'hormone ADH et notamment la définition et l'origine. La définition. Nous pouvons dire tout simplement que l'ADH est un nanopeptide. Nanopeptide veut dire structure, élément formé de 9 acides aminés. L'ADH est donc un nanopeptide dont le rôle est d'augmenter la pression artérielle. On parle du rôle hypertensif. En ce qui concerne l'origine, je vous renvoie à la figure 12. Qu'est-ce que nous constatons au niveau de la figure 12? Le complexe que nous appelons le complexe hypothalamo-hypophysaire, c'est-à-dire l'ensemble formé par l'hypothalamus et l'hypophyse. Vous allez constater au niveau de ce complexe de la figure 12 qu'il y a des cellules nerveuses qui ont leur corps cellulaire dans l'hypothalamus, mais dont les axones se terminent au niveau de la post-hypophyse. Cela nous fait donc penser au fait que on va parler d'une neurohormone, c'est-à-dire une hormone sécrétée par une cellule nerveuse. Nous disons donc, en ce qui concerne l'ADH, que cette hormone est sécrétée par les cellules nerveuses hypothalamiques et excrétée par la post-hypophyse. Chers apprenants, j'insiste sur cette notion parce qu'elle prête souvent à confusion. Sachant que l'ADH est formé, sécrété par la cellule nerveuse de l'hypothalamus et non par post-hypophyse.
nous disons formé par les cellules nerveuses hypothalamiques et excrété par la post-hypophyse, c'est-à-dire libéré dans le sang par la post-hypophyse. Vous voyez donc que l'ADH, tout comme la GnRH que nous avions abordé dans l'étude des hormones sexuelles, est une neurohormone. Seulement que pour la GnRH, la cellule nerveuse libère directement l'hormone dans le sang. Voilà en ce qui concerne l'origine. Nous passons au mode d'action de l'ADH. Nous procédons par quelques expériences. Ces expériences, vous les retrouvez au niveau de la figure 13. L'expérience 1 de la figure 13 montre ceci. De suite de la lésion ou de l'ectomie, nous rappelons que l'ectomie, c'est la suppression. On utilise aussi souvent le terme ablation. De suite de la lésion de la post-hypophyse, on constate une augmentation de la polyurie. La polyurie étant une élimination intense de l'urine. Et si vous vous rappelez de ce que nous avions dit la dernière fois, que concernant l'étude des nerfs et des organes, chaque fois qu'on supprime un organe, son rôle se retrouve au niveau des conséquences observées, même plutôt dans l'aspect inverse. C'est-à-dire, je supprime l'organe, son rôle est le contraire de ce que j'observe. Revenons à notre leçon. Si on supprime la post-hypophyse, il y a forte élimination urinaire. On conclut tout simplement que cet organe a donc pour rôle de diminuer cette élimination. Et comment est-ce que l'organe procède? Nous passons donc ainsi à l'expérience 2 de la même figure. Ici, on prend la post-hypophyse, on injecte les extraits. Et qu'est-ce qu'on constate au niveau de l'expérience 2? Après l'injection des extraits post-hypophysaires, la diurèse baisse, c'est-à-dire le volume urinaire baisse. Ça nous amène donc à constater que la post-hypophyse libère une substance qui est véhiculée par le sang. Je rappelle donc que chaque fois, s'il vous plaît, chaque fois que vous êtes devant un exercice où on parle de l'injection des extraits, vous êtes devant un exercice où on parle de la greffe d'un organe, vous êtes devant un exercice où on parle du phénomène de parabiose. Rappelez-vous que c'est tout simplement pour mettre en évidence les substances qui sont véhiculées par le sang. C'est-à-dire la deuxième expérience, on injecte les extraits. C'est une expérience qui nous permet tout simplement de dire que la post-hypophyse va agir à travers une substance véhiculée par le sang, à l'exemple de l'hormone. Quelle est donc cette substance? Nous passons à l'expérience 3 de la même figure. Vous constatez que lorsqu'on a injecté l'ADH, directement, la diurèse, c'est-à-dire l'élimination urinaire, a baissé. Ceci nous amène donc à revenir sur l'ADH en disant l'hormone est excrétée par la post-hypophyse et cette hormone agit en diminuant la quantité d'urine éliminée, d'où son nom ADH, hormone antidiurétique. Et concernant le mode d'action de l'ADH, je vous en prie, nous allons voir le mode d'action d'ADH à la page 10, figure 14. La page 10, figure 14, nous montre la structure du néphron. Ce qui est coloré en rouge représente les vaisseaux sanguins. On y retrouve donc du sang.
Le nephron lui-même étant la cellule fonctionnelle des reins. Vous avez sur ces schémas filtration, réabsorption, élimination qui représentent les étapes de formation de l'urine. Mais ce n'est pas notre préoccupation ici. Ce que nous devons donc savoir, c'est quoi? C'est que au niveau de la partie enflée qu'on appelle glomérule, certains composés du sang entrent dans le tube du néphron. Et comment va agir l'ADH? Vous voyez la flèche qui montre sur laquelle on a inscrit l'ADH? L'ADH va réagir en stimulant au niveau des tubes du néphron ce que nous appelons la réabsorption d'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une partie de l'eau qui devait être éliminée dans l'urine va rentrer dans les vaisseaux sanguins. Et quelle sera la conséquence? Nous avons ici deux conséquences. La première, c'est quoi? C'est que le volume urinaire va baisser. C'est justement pourquoi on l'a appelé hormone antidiurétique. La deuxième conséquence qui nous intéresse beaucoup plus, c'est que l'eau en passant dans les vaisseaux sanguins va entraîner une augmentation de la volémie. Nous avions dit que la volémie, c'est le volume global du sang. Et nécessairement, la pression exercée au niveau des artères va s'accentuer et on aura une forte pression artérielle. Donc, retenons aussi ceci. L'ADH est donc une hormone hypertensive. Et son action ne s'exerce pas seulement de cette manière. L'action hypertensive de l'ADH s'exerce aussi à travers l'artère. Car l'ADH au niveau de l'artère provoque ce que nous avions appelé la vasoconstriction. Et nous savons tous, on en a déjà parlé, que la vasoconstriction entraîne une augmentation de la pression artérielle. En conclusion, pour cette hormone, nous disons l'ADH est une neurohormone sécrétée par les neurones hypothalamiques, excrétée dans le sang par la post-hypophyse, ayant une action antidiurétique et une action hypertensive. Nous passons à la deuxième hormone, et donc l'aldostérone. L'aldostérone, par définition, nous dirons tout simplement, contrairement à l'ADH qui est de nature polypeptidique, l'aldostérone est une hormone qui est de nature stéroïde. Stéroïde, c'est-à-dire lipidique. Et l'aldostérone est sécrétée par les corticaux. Et c'est pour ça que vous constatez ici que vous avez corticostéroïdes parce que, comme on a dit tout à l'heure, c'est une hormone qui est sécrétée par les corticaux surrénales. Quand je parle de corticaux surrénales, je pense à cette glande appelée glande surrénale qui est au-dessus des reins. Vous voyez sur le schéma de la figure 14, là vous avez vu inscrit aldostérone. Vous allez constater que vous avez une glande là, d'où par l'aldostérone. Cette glande a donc au niveau de la partie externe ce qu'on appelle les corticaux surrénales, au niveau de la partie interne, ce qu'on appelle les médullo-surrénales. Voilà en ce qui concerne la définition de l'aldostérone. Maintenant, concernant le rôle de cette hormone aldostérone, nous restons sur la même image et nous procédons par une simple expérience. On prend l'aldostérone, très simplement, on injecte dans l'organisme. Directement, qu'est-ce qu'on constate? On constate une augmentation de la pression
artérielle. Ceci nous amène à conclure que l'ADH, l'aldostérone, tout comme l'ADH, est une hormone hypertensive. Nous passons au niveau du mot d'action. Nous avons vu le mot d'action de l'ADH. Mais en ce qui concerne l'aldostérone, quel est ce mécanisme qui permet à l'aldostérone d'exercer son rôle hypertensif? Nous nous référons toujours à la figure 14. À la figure 14, au niveau de la zone en contact avec l'ADH, vous avez constaté qu'il y a des flèches qui montrent l'eau qui rentre dans les vaisseaux sanguins. Et en ce qui concerne l'aldostérone, vous allez constater qu'il y a des flèches qui montrent les Na+, les ions Na+, qui rentrent dans les vaisseaux sanguins. Ceci nous amène à dire ceci. Tout comme l'ADH, l'aldostérone agit au niveau des tubes du néphron. Et quelles sont les conséquences de son action? Nous constatons que cette action se manifeste par la rétention ou la réabsorption des ions Na+. Ça veut dire que ce n'est pas l'eau qui vient immédiatement avec l'aldostérone. C'est les Na+, qui rentrent dans les vaisseaux sanguins. Et dès lors, sur le phénomène d'osmose. En passant, le phénomène d'osmose, c'est le passage de l'eau du milieu de faible concentration, évidemment en soluté, vers des milieux de forte concentration. Ceci nous amène donc à dire ceci. L'ADH agit donc en stimulant la rétention des Na+. On aura donc une forte concentration de Na+, dans le sang. Et par phénomène d'osmose, l'eau qui devait être aussi éliminée dans l'urine, en très grande partie, va rentrer dans le sang. On aura même conséquence que ce qu'on a vu avec l'ADH, c'est-à-dire la volémie qui augmente, le volume global du sang qui augmente, et il s'ensuit évidemment une augmentation de la pression artérielle. Donc, en conclusion, concernant le rôle et le mode d'action de cette hormone, nous disons que l'aldostérone est une hormone hypertensive et son mode d'action, c'est de stimuler la réabsorption des Na+. La réabsorption des Na+, qui, à son tour, entraîne la réabsorption d'eau. Il s'ensuit une augmentation de la volémie et par conséquent une augmentation de la pression artérielle. Ceci nous amène vers le mécanisme de sécrétion de l'aldostérone. Donc, une petite question. Est-ce que immédiatement, quand il y a hypotension ou bien il y a faible concentration de NaCl, de Na+ dans le sang, l'aldostérone est déclenchée? On va répondre à cette question. Mais passons d'abord par quelques observations. La première, c'est celle-ci. On constate que l'ablation des corticaux surrénales entraîne une baisse de la pression artérielle. C'est-à-dire quand on supprime la partie des glandes surrénales que nous avons appelées corticaux surrénales, on constate que la pression artérielle baisse. Là, c'est une observation qui peut déjà nous donner encore plus, confirmer son origine. Mais qu'est-ce qu'on constate aussi? On constate aussi qu'une forte consommation du sel entraîne une augmentation de la pression artérielle. Vous comprenez donc pourquoi nous parlions des ions sodium
ce sel étant NaCl, qui en dissociation va évidemment nous donner les ions sodium. Une autre observation, une injection d'une hormone qu'on appelle angiotensine entraîne aussi une augmentation de la pression artérielle. Chers apprenants, vous avez donc compris que dans le mécanisme que nous allons expliquer, interviendront les ions Na+, l'angiotensine, les corticosurrénales et plus. Quelles sont donc les perturbations permettant la sécrétion de l'aldostérone? La première, c'est la faible pression artérielle. La deuxième, c'est une faible élimination de Na+. Et la troisième, c'est le faible taux de Na+. Ce mécanisme est au niveau de la page 11, figure 15. Observons bien ce mécanisme. Il y a les chiffres numérotés en rouge à partir de 1. Premièrement, première étape, les reins sécrètent la rénine. C'est une enzyme, s'il vous plaît. Cette rénine agit au niveau de l'étape 2 de cette figure 15. La rénine va transformer la substance appelée angiotensinogène qui est sécrétée par le foie. La rénine transforme en une hormone qu'on appelle angiotensine. Vous voyez qu'à partir de l'angiotensine, nous avons 3' et 3. C'est parce que cette hormone angiotensine agit de deux manières. 3', l'angiotensine peut agir directement au niveau de l'artère, entraînée par vasoconstriction, l'augmentation de la pression artérielle. Et en 3, vous constatez que la courbe va jusqu'au niveau des corticosurrénales, c'est-à-dire l'angiotensine va stimuler au niveau des corticosurrénales la sécrétion, évidemment, de l'aldostérone. Et la suite, ça sera ce qu'on a déjà vu. L'aldostérone va stimuler la rétention de Na+, va suivre donc la rétention de l'eau et on arrivera toujours à une augmentation de la pression artérielle. Chers apprenants, vous constatez donc que les deux hormones qu'on a eu à étudier sont des hormones hypertensives. Qu'en est-il de l'adrénaline, de la noradrénaline? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure après une petite pause. Je vous remercie et tout à l'heure. Cette émission est un programme d'enseignement destiné aux jeunes scolarisés. Pour leur permettre d'en profiter pleinement, chers parents, merci de tenir éloignés des éléments de distraction, téléphone, télécommande et autres. Il est également recommandé de mettre l'élève dans des conditions propices à l'apprentissage. Avoir un cahier et un crayon à billes à portée de main serait bénéfique. Dans la mesure du possible, la surveillance parentale ou d'un tuteur peut s'avérer nécessaire. Je vous reviens donc avec les autres hormones, notamment l'adrénaline et la noradrénaline. Nous procédons toujours par une petite expérience, l'activité 23. Réalisons une ablation des médullosurrénales, c'est-à-dire supprimons au niveau des glandes surrénales la partie interne qui est médullosurrénale. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate une diminution de la pression artérielle. Ceci nous amène donc directement à conclure que l'adrénaline est aussi une hormone hypertensive. On peut confirmer cela
par l'injection des extraits des médullo-surrénales. En conclusion, nous disons, les médullo-surrénales sécrètent l'adrénaline, qui est à l'origine d'une augmentation de la pression artérielle. Mais il y a cette autre hormone, cancer de l'adrénaline. Pourquoi? La noradrénaline, qui est aussi sécrétée par le médullo-surrénal et qui entraîne aussi une augmentation de la pression artérielle. Mais retenons ceci, il y a une petite différence au niveau du mode d'action des deux. La noradrénaline est constamment vasoconstrictive. Par contre, l'adrénaline, en très faible concentration, entraîne une vasodilatation. Et c'est quand la concentration est importante que l'adrénaline entraîne une vasoconstriction. Chers apprenants, nous tendons vers la fin de notre leçon. Et c'est pour cela que vous voyez en page 12 la figure 16, le schéma fonctionnel général de la régulation hormonale de la pression artérielle. Il s'agit ici de vous montrer que l'aspect réflexe, l'aspect hormonal, tous ces aspects convergent vers le maintien de la pression artérielle à la valeur normale. Vous avez sur le schéma général la voie hormonale qui est représentée en rouge et en trait noir, vous avez la voie nerveuse. Mais il y a un nerf là, le nerf splanchnique, on n'en a pas trop parlé. Sachez que l'adrénaline, les médullo-surrénales, pour sécréter l'adrénaline, doivent être stimulés par ce nerf splanchnique qui est une branche du nerf orthosympathique. Qu'est-ce que nous pouvons donc retenir de notre leçon? L'action du nerf pneumogastrique qui est liée à la libération de l'acétylcholine. L'action du nerf orthosympathique qui est liée à la libération de l'adrénaline. Vous voyez toujours que ces deux nerfs ont des actions opposées. Et que retenir toujours de notre leçon? L'adrénaline qui revient plusieurs fois. Et rappelez-vous, on avait déjà parlé de l'adrénaline en ce qui concerne la glycémie. L'adrénaline qui définitivement est à la fois hypertensive et hormone hyperglycémiante. Chers apprenants, nous allons passer à un petit exercice. L'exercice de la page 13. Cet exercice a un double objectif. Revoir un peu l'action, surtout l'action nerveuse de la régulation de la pression artérielle, mais surtout aussi aborder quelques termes techniques, quelques verbes d'action que nous utilisons dans nos exercices. Il s'agit du verbe analyser, interpréter, conclure. Nous prenons le document 1, intitulé Action de l'acétylcholine. Vous avez au niveau de leurs données la pression artérielle en centimètres de mercure. On nous demande d'analyser les documents et de tirer une conclusion. Chers apprenants, au niveau de l'analyse, ce n'est pas la lutte de la courbe que nous voulons. Ce n'est pas la description de la courbe. Il s'agit ici tout simplement de nous montrer l'évolution du paramètre que vous avez en ordonnée, c'est-à-dire la pression artérielle. Et l'opération ici, c'est quoi? C'est l'injection de l'acétylcholine. Donc, vous devez situer ce qu'on constate avant l'injection et ce qu'on a après l'injection. Prenons donc notre première courbe. Passons à l'analyse. Nous disons avant l'injection de l'acétylcholine, on a une pression artérielle qui est d'environ 11 cm de mercure, mais immédiatement après l'injection, on constate que la pression artérielle descend légèrement, arrive même environ à 7 cm de mercure et remonte après l'effet
de l'acétylcholine. Et la courbe qui suit immédiatement en dessous, vous constatez qu'avec une forte concentration de l'acétylcholine, la baisse est encore plus importante. Et nous passons au document 2. En attendant, si on reste aussi au document 1, avec le thème que nous appelons l'interprétation. Comprenez que l'interprétation, j'ai analysé, je n'ai rien expliqué. On faut pas, à l'analyse, on n'ajoute pas le mot car, à cause. Non, là, vous êtes dans l'interprétation. À l'interprétation, je dois expliquer pourquoi. Voilà l'interprétation. Pourquoi est-ce que la pression baisse? C'est tout simplement parce que l'acétylcholine au niveau du cœur a baissé le rythme cardiaque, le débit cardiaque a baissé et par conséquent, la pression artérielle aussi. Voilà l'explication. Et la conclusion, c'est quoi? Elle nous permet tout simplement de dire que l'acétylcholine est une substance hypotensive. Et la conclusion est très simple. Elle ne dépasse pas une ligne. Nous passons au document 2. La même question nous est posée au document 2. Mais cette fois-ci, on a un premier cours qui est le cardiogramme. La deuxième montre toujours l'évolution de la pression artérielle. Mais ici, on a stimulé le nerf pneumogastrique. Vous voyez, le trait montre la période de stimulation. Qu'est-ce qu'on constate à l'analyse? Disons tout simplement que, au cours de la stimulation, on constate la diminution de l'amplitude des battements cardiaques. Et quelle est la conséquence au niveau de la pression artérielle? Une baisse de la pression artérielle. Ceci nous amène aussi à conclure que le pneumogastrique a une action hypotensive, mais ce n'est pas seulement une hypotensive, puisque ça baisse l'amplitude des contractions, on va dire une action cardiomodératrice. Et c'est même cette action cardiomodératrice qui entraîne l'action hypotensive du nerf pneumogastrique. Nous passons à l'adrénaline au niveau du document 3. Toujours à l'analyse, on constate qu'avant l'injection de l'adrénaline, la pression artérielle est très faible, elle est même d'environ 5 cm de mercure. Mais dès l'injection de l'adrénaline, vous constatez au niveau du document 3 que la pression augmente rapidement et atteint près de 12 à 13 cm de mercure. Ceci nous amène à dire donc que l'adrénaline est une substance hypertensive. Chers apprenants, vous constatez bel et bien qu'il existe une régulation nerveuse et hormonale de la pression artérielle. Mais que dire en ce qui concerne notre quotidien? Parce qu'après tout, on doit gagner quelque chose de pratique. Chères ménagères, chères mamans, on conseille toujours la faible consommation de sel. Vous avez constaté avec nous qu'avec une forte concentration de sel, nous sommes menacés par l'hypertension artérielle. J'exclus les problèmes rénaux, les problèmes rénaux qu'on pourra en parler dans certains cadres. Alors, chers apprenants, sachez ceci, nous avions constaté que la pression artérielle augmente avec l'âge. Ça signifie que quand on se lance au sport, et là, les personnes âgées doivent prêter attention. Quand vous faites du sport, il faut déjà une étude physiologique qui vous situe par rapport à la qualité d'activité à mener. Chers apprenants, évitez de stresser vos parents. Leur pression artérielle naturellement est déjà élevée. Comportez-vous bien. Vous risquez de les assassiner sans vous rendre compte. Chers parents, chers apprenants, vous avez vu parler de l'adrénaline. On a souvent dit qu'on a fait piquer de l'adrénaline. Comprenez que quand vous vous énervez,
cette adrénaline est sécrétée. Immédiatement, cette adrénaline augmente la pression artérielle et immédiatement augmente le taux de sucre. Conclusion, le diabète peut s'installer de suite, des énervements sans qu'on ne consomme excessivement de sucre. L'hypertension artérielle aussi peut s'installer. Je dirais, toujours dans le quotidien pour conclure, nous avons constaté qu'en cas d'hémorragie, il y a baisse importante de la pression, puisqu'on est en train de perdre du sang. Je dis donc à tous que si vous êtes déjà devant un accident ou n'importe quel incident impliquant une perte de sang, allons-y tous déjà vers comment faire pour arrêter l'hémorragie. Chers apprenants, nous terminons comme ça la 4e partie de notre programme qui portait sur la régulation nerveuse et hormonale des hormones sexuelles, de la glycémie et de la pression artérielle. La 5e partie que nous aborderons reviendra toujours sur l'homme, mais au niveau des racines de l'homme. D'où vient l'homme? C'est un pas de singe. Est-ce qu'il vient du singe? Est-ce qu'il est plutôt cousin des singes? D'où vient la matière organique? L'atmosphère. Est-ce que l'atmosphère a toujours été ce que nous voyons? Est-ce que sa constitution a toujours été la même? Si vous voulez connaître plus, on se voit la prochaine fois et on parlera de ce que nous appelons évolution. Je vous remercie. À la prochaine.